que Philippe, quelqu'un qui a fait trembler pendant des années le tout Paris? Et oui, l'infomédia du jour, c'est une page qui se tourne. Après 14 ans passés à la tête de Closer, Laurence Piot quitte l'hebdomadaire People juste après le rachat du groupe Mondadori France par World Media. Ceci expliquant peut-être cela. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Closer a fait bouger les lignes. Je vais citer le JDD d'hier qui écrit « Laurence Piot laisse derrière elle un chapelet de scoops qui ont révolutionné l'univers de la presse People et ébranlé sur son socle le monde politique où elle fut la première à faire sauter la digue entre vie privée et vie publique. » Bonjour Laurence Piot. Bonjour. Closer a été lancé en 2005 par le groupe anglais EMAP. Vous avez formé une équipe venue de la presse quotidienne la plus respectable, des gens de Libé, des gens du Parisien. C'était quoi la feuille de route ? La feuille de route, c'est d'aller sur une presse people féminine avec justement des réflexes qui ne sont pas des réflexes de presse people. C'est vrai que dans la première équipe de Closer, il y avait sur la partie témoignage, il y avait des gens qui venaient de la rue. Sur la partie People, il y avait des gens qui venaient du Parisien, du Figaro, et le fait de ne pas être engoncé dans des réflexes de presse People nous a permis d'aller sur la Pipolitique et de sortir le premier coup Pipolitique de Closer en 2006 sur Ségolène Royal. Alors avant de détailler tous les coups, je vais citer quelques-uns de vos faits d'armes sur le plan politique. François Hollande en scooter en bas de chez Julie Gaillet, mais auparavant il y a eu Hollande-Trierweiler, DSK et le Carlton, la séparation DSK-Anne Sinclair, Florian Philippot et son compagnon, Kate Middleton seins nus, Carla Bruni enceinte, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en boîte de nuit. Est-ce qu'il y en a que vous regrettez ? Non. Non, absolument pas. Je pense que quand on publie, il faut assumer. Et non, sur tous ceux que vous venez de citer, j'adhère complètement au traitement qu'on en a fait. Alors, vous l'avez dit, votre premier fait d'armes, c'était durant l'été 2006 ou juste après, une photo de Ségolène Royal prise en maillot de bain. Elle était déjà candidate à la présidentielle ? Pas encore. Pas encore. Première reprise à l'international, la presse italienne, la presse anglaise. Les ventes ont monté ? Les ventes ont monté, on a fait 650 000 exemplaires, c'est un numéro d'août, donc c'est traditionnellement une grosse période en termes de vente. Mais c'est vrai que ce premier coup a fait beaucoup de bruit à l'international. Et là, on a un peu tilté, on s'est dit... On parle du magazine. Quand on sort ce genre de choses, on parle du magazine. Ça a été moins bien perçu en France. Ah oui, vos oreilles ont sifflé. Les oreilles ont sifflé. Moi, je me rappelle m'être fait traiter de pourri sur une émission de Laurent Ruquier. Ça a été assez violent en France et ça a été relativement bien accepté en Angleterre, en Italie, oui. Alors, vous racontez à Renaud Revel du JDD que vous avez fait enlever Hollande de la photo. On voyait François Hollande, ça vous fait sourire, on le voyait à côté en train de lire l'histoire de France pour les nuls. Oui, pour quelle raison ? C'était pas une information ? Parce que si, c'était une info, bien sûr, mais lui était candidat à la présidentielle. Ouais. Et alors que Ségolène Royal ne l'était pas. Et on voulait absolument avoir un traitement très apolitique et avoir un angle féminin sur le traitement de ces photos de Ségolène Royal. Donc on avait un papier extrêmement plat, c'est moi qui l'écris, donc je suis à l'aise, mais voilà, on l'a fait vraiment très soft. Il y a eu ensuite les photos du couple Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Ça se passait en décembre 2007 à Disneyland. C'était une vraie ou une fausse paparazzade ? C'était une vraie Non, mais c'était une vraie paparazzade. Ils avaient envie qu'on les montre ensemble ? Non, je crois que Carla Bruni avait très bien résumé l'histoire à l'époque. Elle avait dit on ne se montre pas, mais on se cache pas non plus. Nous, on avait eu l'info. Il y avait 6 photographes, 5 photographes étaient des photographes de Closer, donc il n'y avait pas, comme on l'a expliqué plus tard, les photographes convoqués. Sinon, il y aurait eu 150 photographes. Donc, on avait eu l'info par simplement une lectrice qui avait appelé à la rédac. Ça nous avait juste semblé dingue qu'ils aillent comme ça à Disneyland Paris. Et on a attendu toute la journée. Et au moment où on allait décrocher parce qu'il se passait rien, donc à 5 heures du soir, il faisait 5 degrés, le convoi s'est ébranlé de chez Carla Bruni et on a eu ces 256 photos. Votre plus gros coup, c'est quand même l'affaire de François Hollande en scooter, casqué en bas de chez Julie Gaillet. Vous dites que l'élément déclenchant, c'est quand Julie Gaillet s'est amusée de cette rumeur sur le plateau du Grand Journal de Canal+. Vous le saviez avant ? On le savait avant, on avait travaillé avant, et en fait ça n'avait rien donné. Donc on s'était dit que finalement il n'y avait pas d'histoire et que c'était juste une rumeur parisienne comme tant d'autres. Et quand sur le plateau du Grand Journal, effectivement, elle s'est amusée de cette rumeur, on s'est dit si elle-même porte l'affaire sur la place publique et s'en amuse, et on sentait quand même qu'elle avait un peu envie d'en parler, on s'est dit on va quand même retravailler sur l'histoire, revérifier tout ça. Et on a bossé avec Sébastien Vallier qui a trouvé l'adresse de la rue du Cirque. Vous dites n'avoir fait l'objet d'aucune pression, juste ensuite un contrôle fiscal. Oui, voilà, c'est pas non plus... Et alors, vous avez été redressé ? Oui, mais c'est pas non plus... c'est une info, je ne le savais pas. Je ne savais pas que vous avez été redressé. Est-ce qu'il y a une relation que vous avez fait ? Franchement, pendant ces 14 ans, on m'a quand même fiché une paix royale. Je peux pas dire, j'aimerais vous dire, ça a été terrible, etc. Non, franchement, c'est pas le cas. Après, avec l'affaire Gaillet-Hollande, vous sentez à ce moment-là qu'il y a une nouvelle perception du magazine ? Oui, bien sûr.
Clairement, on change de registre, on change de statut. Il y a eu une reconnaissance du magazine et de la presse people d'une façon générale comme étant parfois un vecteur d'information. Et cette histoire qui allait à la suite d'autres histoires, mais a effectivement installé le titre comme un média d'information. Et cette histoire a été relayée d'une façon dingue pendant 2 mois. Y compris par la presse sérieuse, y compris dans le monde. Y compris dans le monde, ouais, dans le monde, sans trop se poser de questions d'ailleurs. Dans tous les médias, on fait. Il y a eu une petite période de flottement au matin du 9 janvier quand on a sorti l'histoire, et à 15h quand la presse anglo-saxonne s'est réveillée, et c'est plus du tout posé de questions. Est-ce que c'est de la vie privée, est-ce que c'est de l'atteinte au droit à l'image, etc. La presse française a embrayé et c'est devenu effectivement. Mais c'est aussi une info, ça va au-delà de la vie privée. Quand le président du 5e pays du monde, qui a le feu nucléaire entre ses mains, qui peut l'avoir, se balade tout seul en scooter sans garde du corps, c'est une info générale, ou est-ce que je me trompe? Prend le risque de sortir, et puis a pas du tout intégré le fait qu'il puisse être paparazzé. Vous avez également sorti la première photo du couple Macron en septembre 2014. Emmanuel Macron au bras de Brigitte. Il n'est pas encore candidat. Comment il l'a pris ? Alors, il l'a pris. Alors, son avocat l'a mal pris. C'est-à-dire que son avocat nous a envoyé une mise en demeure dès qu'on a publié cette série en disant franchement, c'est pas bien ce que vous faites et on va très probablement vous assigner. Et au moment pile où l'assignation, la mise en demeure de l'avocat arrive à la rédaction, nous arrivent des photos d'Emmanuel Macron qui est au Parc des Princes et qui semble hyper fier de cette série et qui la montre à des copains en se marrant. Qui montre Closer à ses potes. En se marrant. Et donc, on s'est dit que finalement, il était assez content. Évidemment, il nous a jamais assigné. Vous n'avez pas eu de procès ? Non. Et on a publié les images la semaine suivante dans le magazine, surtout. Voilà. Les procès, c'est quand on est topless. Et je dis pas ça pour vous, Laurence Piot, reste avec nous. C'est Laurence Piot, oui, effectivement, qui est notre invitée dans l'infomédia du jour. Elle est l'ex-directrice des rédactions de Closer, Téléstar et Télépoche. Elle nous parle ce matin de son départ du groupe Mondadori dans Culture Média. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe L. 60% des journalistes du groupe Mondadori France ont démissionné après le rachat cet été par Reward Media. Elle aussi a décidé de partir, faute de garantie sur l'indépendance éditoriale des rédactions et de la pérennité des titres. C'est l'ex-directrice des rédactions de Closer, Téléstar et Télépoche, Laurence Piot, qui est l'invitée de l'infomédia du jour. Céline Dacosta, vous m'avez fait mes questions d'après, j'en suis absolument ravi. Closer, non, pas du tout, au contraire, c'est très bien. C'est ça, Culture Média. Closer vend beaucoup, mais Closer dépense également beaucoup en procès. C'est quoi, Laurence Piot, le budget dommages et intérêts d'un titre comme Closer ? Alors, il n'y a pas vraiment de budget. On sait qu'il y a un budget parce qu'on est en France, parce qu'il y a un droit à l'image qui est une exception française et un droit à la protection de la vie privée aussi. Donc, évidemment, on va en avoir le moins possible. Mais à partir du moment où on fait de la presse people en France, on tombe forcément sur le coup de la loi. Et puis, on a aussi été pendant toutes ces années une espèce de cash machine pour les avocats qui nous assignaient parfois même sans prévenir leurs clients. Ah bon ? Bah oui, c'est de l'argent net d'impôts. Donc il nous arrivait parfois de croiser telle ou telle star en disant mais vous savez, vous nous avez assigné. Ah mais non, pas du tout, j'étais pas au courant, etc. Donc les avocats prennent les devants parce que ça rapporte évidemment beaucoup d'argent. Sans parler des infos que vous sortez, ils regrettent que vous ayez publié et eux-mêmes en font le titre de leur livre 6 mois plus tard. C'est ça, c'est une certaine hypocrisie. Oui. La dernière grosse amende, c'était laquelle ? La dernière grosse amende, c'était Florian Philippot et son compagnon d'alors qu'on avait paparazzé à Vienne en prenant bien soin de flouter absolument son compagnon qui était juste méconnaissable. Vous avez fait un outing, comme on dit, non ? Vous avez révélé qu'il était en couple avec un homme. Oui, enfin, on a commencé à s'intéresser à la vie privée de Florian Philippot, qui était à l'époque le premier invité de toutes les matinales, et on est tombé sur un ami I et pas une amie IE. Est-ce qu'en partant de là, on aurait dû s'interdire de le traiter ? Au moment du mariage pour tous, on s'est dit non, et on a effectivement sorti cette histoire où effectivement les hétéros ont crié à l'outing forcé. Et à l'homophobie. Et ce que j'ai retiré de cette affaire et ce que j'ai trouvé très instructif, c'est qu'on a eu un soutien absolument total de la communauté LGBT, des homosexuels. Il se trouve qu'effectivement, on avait publié quelques mois avant la paparazzade d'Emmanuel Macron, donc dévoiler la liaison hétérosexuelle d'Emmanuel Macron, c'est normal. Dévoiler la liaison homosexuelle de Florian Philippot, c'est tellement grave qu'il faudrait s'interdire d'en parler. Donc les hétéros ont été complètement radicaux sur la question et ont trouvé ça abominable. Et on a eu le soutien des homosexuels en disant qu'effectivement, un couple hétéro devait être traité comme un couple homo. C'était notre postulat de base et il n'a pas été compris. Là où vous êtes peut-être allé trop loin, c'est en 2012 avec la publication des photos de Kate Middleton seins nus. Closer a vraiment failli disparaître ?
Alors Closer a failli perdre sa licence. C'est-à-dire j'ai pas du tout intégré le fait que Kate Middleton, qui venait de se marier, était passée au rang d'icône. Et ce qui faisait rire les Français, en l'occurrence des photos de Kate Middleton seins nus en Provence, qui n'étaient pas dégradantes, qui étaient plutôt sympas, a pas du tout été compris par les Anglais, qui ont vu une attaque à la monarchie. Et le Closer, on a un cousin anglais, on est la déclinaison d'un magazine anglais qui s'appelle donc Closer également, et ils ont eu une avalanche de coups de fil sans savoir absolument de quoi il se passait, puisqu'évidemment on les avait pas prévenus. Mais pourtant la presse people là-bas en Angleterre se gêne pas, c'est ça qui est étonnant. Alors pas sur la famille royale, il y a effectivement... C'est vrai que Diana, ils n'y ont jamais touché, ça faut reconnaître. Non, mais il y a une espèce d'agrément qui fait qu'il touchait plus à la famille royale, et que Kate était devenue une espèce d'icône. Donc il y a eu effectivement des menaces de mort, et les Anglais nous ont menacé de dire vous perdez la licence, ce qui veut dire qu'on n'aurait plus du tout s'appeler Closer. Un mot du groupe qui détient Closer. Il y a une hémorragie de journalistes dans le groupe Mondadori, racheté cet été par Reworld. Il y a Auto Plus, Biba, Grazia, Closer, Téléstar, Télépoche dans ce groupe. Ces magazines pourraient éventuellement ne plus sortir. Vous pensez quoi de ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous aussi vous avez pris la clause de départ? Moi j'ai pris la clause de départ, alors ces magazines vont sortir, je pense qu'il faut arrêter de brandir des épouvantails. C'est vrai que ce qui se passe évidemment il y a beaucoup de tristesse parce que 2/3 des journalistes partent, qui sont des journalistes qui ont fait ces titres. Maintenant je pense qu'il y a une différence de culture de contenu, c'est-à-dire que entre la culture de contenu de Reworld et celle de Mondadori, chaque contenu chez Reworld est lié à un business. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, en tous les cas c'était pas notre façon nous de le faire. Moi j'ai eu un gros doute sur le fait de pouvoir continuer à faire les magazines, notamment Closer, comme je les faisais. J'ai pas eu d'assurance dans ce sens-là. Mais ce que je voudrais dire, donc j'ai décidé de partir effectivement, de prendre cette clause de cession, qui est aussi un privilège, parce qu'on est journaliste, on a le droit de prendre une clause de cession. Mais ce que je voudrais dire vraiment, c'est qu'il y a des journalistes de qualité, il y a des journalistes, il y a des managers de grande qualité chez Mondadori, et j'espère que Reworld aura l'intelligence de les écouter, parce qu'ils ont fait ces magazines et ils ont fait ces marques. Tout à fait autre chose. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Laurence Piot ? Alors maintenant, je crée mon propre média indépendant qui s'appelle Alternative Vegan. Je vous invite à aller sur le site, qui est un média qui va parler de véganisme, mais pas. Oui, je vois vos yeux grands. Vous êtes végane vous-même ? Mais pas. Je suis végane moi-même, mais c'est pas un véganisme comme on l'entend, comme on le caricature souvent en France. Moi, c'est un véganisme raisonné, mesuré, non excluant. Et ce site et ce média qui va traiter des questions d'alimentation va s'adresser à tout le monde et pas qu'aux véganes. Et il va y avoir de tous ceux qui s'intéressent aux impacts de l'alimentation sur leur santé, sur l'environnement, sur la souffrance animale, vont y trouver des enquêtes, des interviews de médecins, et de médecins vont collaborer. J'ai des journalistes d'investigation je suis en train de constituer l'équipe édito, donc qui me rejoignent. On va faire des enquêtes sur les scandales alimentaires, sur la malbouffe. C'est un média qui sera indépendant et sans publicité. Alors avec un peu de prétention, je vais vous dire que je voudrais faire le Mediapart de la malbouffe, mais l'idée c'est un peu ça. Donc je vous invite à Mais ça sera aller sur sur abonnement le site. Vous allez en vivre? Alors Ou sont des actionnaires qui vous financent? Alors on a un contenu totalement gratuit pour l'instant. L'idée c'est de faire monter l'audience évidemment pour qu'on soit important, pour qu'on pèse d'un poids conséquent sur tous ces sujets-là. Et puis une fois qu'on aura fait nos preuves, effectivement, de demander aux gens qui nous soutiennent de soutenir nos enquêtes. Voilà. Mais j'invite ceux qui sont sensibles à ces questions à aller sur alternativevegan.com et à s'inscrire à la newsletter, et ils verront un peu ce qu'on fait. D'un mot, parce qu'on a presque terminé cet entretien, le véganisme non excluant, c'est-à-dire qu'on a quand même le droit de se faire un steak tout en étant végane. On a, en tous les cas, on jette pas la pierre à ceux qui le font, et on s'intéresse ça s'appelle Alternative Vegan, donc on va proposer des alternatives, et encore une fois, on va faire comme on peut, mais il y a une autre façon de s'alimenter qui est possible, et qui va faire du bien à notre santé et à la planète. J'aime beaucoup cet humour, l'alternative au vegan, c'est la viande. Merci Laurence Piot, ancienne patronne de Closer.